Bonjour, exceptionnellement je réenregistre une chronique, celle en l'occurrence donc du premier tome de Gun de Yukito Kishiro dans son édition originale, et je vais faire la même chose après pour la chronique plus récente du tome 2, parce que, eh bien, on m'a fait remarquer que je disais une grosse boulette assez gênante pour l'interprétation de la chose, boulette qu'il me fallait corriger, et donc c'est ce à quoi je me suis employé en réécrivant les articles, ce qui impose du coup de refaire les vidéos. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Je reprends quand même le contexte général. Donc Gun, je rappelle, pour moi c'est un peu une exception. La fameuse série de Yukito Kishiro, lorsqu'elle avait été publiée par Glénat déjà dans les années 90, aux côtés d'Akira et quelques autres, n'avait pas été pour rien dans la grosse baffe suscitée par cette phase initiale ou peu s'en faut de découverte des mangas en France. Pour moi, cela avait tout particulièrement été le cas. En fait, Gun m'avait été une des rares séries alors à provoquer mon enthousiasme, suffisamment en tout cas pour que je me risque à aller plus loin qu'un premier contact. Peu d'autres titres à l'époque étaient dans ce cas, hormis Akira, donc, même si j'avais feuilleté quelques Dragon Ball et compagnie, mais pas Z, sûrement pas, faut pas déconner, ou dans un registre bien à part, les Gon de Tanaka, etc. Je n'avais certes pas poussé jusqu'au bout la série, ni a fortiori lu Gun Last Order, deuxième série. La question ne se pose même pas pour la récente déclinaison, donc la troisième Gun Mars Chronicle, dont la publication française débute parallèlement à celle qui nous intéresse aujourd'hui, pour telle ou telle raison. Mais de ce que j'avais lu, je regardais un bon souvenir, peut-être un peu idéalisé. La BD, si elle avait compté à cette époque, était toutefois indisponible depuis pas mal de temps déjà. Il y avait pourtant sans doute un marché de jeunes amateurs de manga frustrés d'une bonne édition française et récente de cette série. Et Glénat, dans la foulée de ce qui a été fait pour Akira, a donc annoncé la publication d'une nouvelle édition de Gun, baptisée du coup, paradoxe ou presque, édition originale, et conservant notamment une chose jugée aussi superflue à l'époque de la première parution française que le sens de lecture. Autre temps, autre mœurs. Tant qu'à faire, la traduction a été révisée. Sur ce dernier plan, je ne peux pas me livrer à une comparaison des deux traductions. Après tout, c'est bien parce que j'ai égaré mes vieux exemplaires, et l'occasion faisant le larron, que je me suis procuré ce nouveau premier tome original. La question du format est différente, et pour un résultat qui m'a surpris. Naïvement et sans aucune raison, au fond, je supposais que cette édition originale emploierait un format relativement grand, celui d'ailleurs utilisé par l'éditeur pour Akira. Il me semble qu'une précédente réédition l'avait adopté, mais je dis peut-être n'importe quoi. Bon, ici ce n'est de toute façon pas le cas. Gun, édition originale, adopte un format poche. Et parfaitement normal, je disais des bêtises dans la première version de cet article, pour changer. Autre surprise au passage, mais à la limite de la déconvenue cette fois, la BD est très souple, et le papier très fin. Aussi ai-je peur que tout cela ne s'abîme assez vite, d'autant à vrai dire que mon exemplaire avait été quelque peu malmené par la poste. Ahem. Mais passons à la BD en elle-même. Un de ses atouts essentiels, sans doute, ou en tout cas était-ce un aspect qui m'avait marqué à l'époque de mes premières lectures, consiste en l'exposition finalement assez subtile d'un univers à la fois très référencé et pourtant ne manquant pas de personnalité. Gun est une BD de science-fiction et pioche un peu partout dans le vaste patrimoine du genre, mais parvient à s'approprier les éventuels lieux communs pour les tourner à sa sauce, avec éventuellement quelque chose de relativement original, le cas échéant d'ailleurs. S'il y a dans Gun des clins d'œil assez marqués, tant au cyberpunk qu'au post-apocalyptique, je n'étais probablement pas en mesure, jeune ado, d'y repérer ces thèmes lorgnant sur un transhumanisme ambigu. Il y a aussi le dystopie, dystopie pour faire bonne mesure. Autant de choses qui, franchement, quand j'avais 13 ans, me passaient probablement au-dessus de la tête. Très vite, le monde dans sa structure la plus schématique se déploie sous forme d'opposition. Il y a Azalem, la cité des nuages, flottant au-dessus de la décharge, ou Kuzutetsu. Classiquement, on y devine une utopie close et donc inaccessible, intraitablement opposée à un sous-monde tout de chaos et de violence, littéralement le monde de ses déchets, et dont les habitants à tout prendre sont tout autant de déchets. Car il y a des habitants à Kozutetsu, et pas forcément d'ailleurs uniquement des brutes tout droit sortis d'un Mad Max. Ainsi Ido, souriant cybernéticien, qui fouille dans les montagnes d'ordures en quête de pièces utiles. Car la cybernétique est ici une activité essentielle,
Un humain purement humain, il serait probablement une aberration, à ceci près que, pour certaines raisons, on ne peut exclure qu'Ido lui-même soit une aberration de ce genre. Qu'on aille jusqu'à parler de cyborg ou pas, et pour l'heure de transhumanisme ou pas, le fait est que les habitants de Kozutetsu mêlent à leur chair quantité d'implants et autres ajouts technologiques à même de faciliter un peu leur rude vie, voire de simplement permettre de vivre au jour le jour. La base humaine demeure, mais la qualité d'homme-machine n'en est pas moins la norme. Et ces éléments se remplacent, on répare les hommes, le rapport à la violence physique en est forcément affecté. Un jour, Ido, en fouinant dans les détritus, tombe sur une belle pièce, à tout point de vue, l'étonnant tronc surmonté d'une tête de femme. Il parvient à mettre en marche la créature et lui donne un nom, Gali. Ici, ou plus particulièrement ici, je vous dois des excuses, parce que j'avais encore dit des bêtises dans la première mouture de ce compte-rendu. Depuis ma première lecture de la BD ado, et qui avait donc sans doute conditionné cette récente relecture, j'avais tout naturellement considéré que Gali était purement artificielle, autant dire une androïde, voire un robot, l'autre côté par rapport aux humains cybernétisés qui sont la norme à Kozutetsu. La représentation de l'artefact déniché dans les ordures, ses branchements divers, son absence prolongée depuis des siècles, autant de choses qui me confirmaient dans cette vision. Un camarade m'a cependant dit que je me trompais et que Gali était bien humaine. Le fait est que dans ce premier tome, Ido se contente d'évoquer son cerveau bien conservé comme en hibernation. Je n'en avais pas déduit qu'il s'agissait d'un cerveau humain, j'imaginais plutôt quelque chose de bionique. Mais je me trompais, et à ce que m'en a dit le dit camarade, la deuxième série, Gun Last Order, lève toute ambiguïté à ce propos, si ambiguïté il y avait, chose vite confirmée en fouinant rapidement sur le web. Toutes mes excuses donc, et il me faut reprendre cette chronique ainsi que celle du deuxième tome. Cette prise de conscience change bel et bien la donne, et je dois dire d'une manière que je trouve un peu décevante. Mais revenons à Ido et à sa trouvaille. Ido est possessif, il tend à vouloir gérer la vie de Gali sur tous les plans, car elle est son rêve. En cela, il nie, sans forcément en être très conscient, cette qualité humaine qu'il lui reconnaît autrement, et j'en reviens à l'ambiguïté pour le coup. Or Gali s'en accommode mal, car aussi mignonne soit-elle et frêle d'aspect, mais cela se modifie donc, Gali pense bien par elle-même. Mais en même temps, ce qui ne rend le personnage que plus complexe encore, elle a un instinct ou des aptitudes qui semblent résulter d'un conditionnement antérieur, dont, amnésique, elle n'a pas la moindre idée. Quelle identité faire sienne? De quelle liberté dispose-t-elle vraiment? L'évidence se fait bientôt jour, Gali n'a rien d'une poupée douce et tendre destinée unilatéralement à apporter un peu de beauté dans un monde qui, il est vrai, en a sans doute bien besoin. Non, elle a des souvenirs d'ordre martial. Elle recourt instinctivement au Panzerkunst, une technique de combat antique et particulièrement redoutable. Elle est une guerrière. Et ne peut être autre chose? En effet, très vite, confrontée à la violence de la décharge, Gali doit se battre. Ce qu'Ido fait lui aussi par ailleurs. Notre gentil cybernéticien a sa part d'ombre et joue la nuit au chasseur de primes, au Hunter Warrior, traquant et massacrant les criminels. Et peut-être bien dans une certaine mesure parce qu'il aime ça. Gali, dans sa relation ambiguë avec Ido, son père d'une certaine manière, veut suivre ses traces, littéralement, et ce quoi qu'il en dise d'abord. Il devra pourtant accepter le fait accompli. Gali sait se battre, peut-être même qu'elle doit se battre. Dès lors, il lui faut un corps adapté, et non cette armature de jolie poupée, mignonne mais fragile, qui lui avait d'abord attribuée. Devenue chasseuse de primes, Gali a d'emblée affaire à forte partie. Le cinglé Makaku, à la fois vert et montagne colossale, mais psychopathe avant que d'être une brute. D'autant à vrai dire que changer de corps dans ce monde-là est parfaitement dans l'ordre des choses. Il s'approprie d'ailleurs le corps d'un champion gladiateur et n'en sème que davantage le chaos dans une décharge déjà suffisamment chaotique comme ça. Le maniaque suceur de cerveau fait peur, même aux plus hardis chasseurs de primes, soudainement tout timides dès qu'on leur en parle. Eux font cela pour vivre, hein, pas question de s'engager à l'aveuglette dans une mission aussi périlleuse, au seul principe de faire régner la justice. Et la prime a intérêt à être sacrément plus élevée pour qu'elle les décide à agir. Ido et Gali, par la force des choses, seront pourtant amenés à affronter le monstre, et à plusieurs reprises. C'est comme si Makaku, d'emblée, affichait des traits de némésis de Gali. L'affaire est personnelle, mais Gali a de la ressource. Je me demandais tout naturellement, au moment même d'acquérir ce premier tome édition originale, si mon ressenti serait le même qu'à l'époque de ma première lecture, ado.
Bah, forcément, ce n'est pas tout à fait la même chose. En fait et avant tout, cette relecture a peut-être été affectée par mon abord récent de One Punch Man, shonen d'action raillant le shonen, et ce même si on considère Gun comme un seinen. L'ultra-violence est certes de la partie, mais ça ne m'avait certainement pas empêché de lire cette BD jeune ado. Je me souviens bien des critiques alors de nos bonnes âmes, s'inquiétant de l'ultra-violence des mangas en général, mais sans doute avec des choses comme Akira et Gun en tête. Il est vrai qu'à tout prendre, les éditeurs de mangas alors, ou d'animés pas toujours très bien distingués des mangas à l'époque, n'étaient pas les derniers à mettre l'accent sur l'ultra-violence. Remember le générique de manga vidéo avec du Sepultura en guise de bande-son? Mais je m'éloigne. Ce que je voulais dire, c'est que Gun, public cible mis à part, est bien un manga d'action, où le combat occupe une place essentielle. Dès lors, ma lecture ne pouvait qu'entrer en résonance avec celle de One Punch Man. Au bénéfice cependant de Gun, mais justement parce que cette vieille série use d'un certain nombre des codes raillés par One Punch Man. Le combat est certes omniprésent, et globalement très lisible, ce n'est pas toujours le cas dans d'autres mangas de ma très vague connaissance, loin de là, mais le texte ne fait pas pour autant défaut, y compris en plein combat, sans atteindre au bavardage des comics de super-héros, mais sans doute davantage dans cet esprit-là tout de même, ce qui me convient bien mieux. Là où la critique portée par One Punch Man se montre sans doute plus efficace, c'est donc au regard des codes narratifs. Quand j'avais livré mon compte-rendu du premier tome du manga inspiré par l'œuvre originale signée One, un aimable lecteur m'avait fait découvrir le terme de neketsu, comme une forme de schéma sempiternellement repris. Or, à voir les différents points qui permettent de qualifier un neketsu, j'ai l'impression que Gun rentre pleinement dans ce cadre pour bon nombre d'éléments déjà présents dans ce premier tome ou figurant dans mes vagues souvenirs de la suite des opérations. La très relative originalité par rapport à ce schéma serait le sexe de l'héroïne dans ce monde cybernétique. Je n'ai aucune idée de ce que ce type de femme forte pouvait avoir d'original ou de convenu alors, au Japon. La question ne se pose peut-être pas tout à fait de la même manière pour la France des années 90, même s'il semblerait que cela ait participé du succès de la série. Mais au-delà de cette interrogation aux connotations éventuellement absurdes, le fait demeure, tout ceci est globalement assez banal, bien plus en tout cas que ce dont je me souvenais. Pour autant, cette relecture n'a en rien constitué une déception. Le fait est que ça marche, et même très bien. Il y a sans doute plusieurs raisons à cela que je ne suis pas bien certain d'entrevoir toutes. Une fois n'est pas coutume, je mettrai le dessin en avant. Dans le registre éventuellement étouffant du manga d'action, Yukito Shishiro fait d'emblée très fort. Son sens du montage s'accompagne d'un beau dynamisme, condition probablement sine qua non du genre. Mais il se singularise par d'autres aspects qui contribuent à hisser Gun au rang des plus belles réussites en l'espèce. Par exemple, dans son usage des personnages, esquissés avec un certain sens du détail, qui leur confère d'emblée une vie, sans pour autant abuser d'un expressionnisme, disons, pouvant loucher sur la caricature, et qui me paraît à vue de nez assez récurrent dans le genre. Ido, par exemple, dès sa première apparition, avec sa bonne bouille souriante et ses grosses lunettes, suscite immédiatement la sympathie du lecteur, ce qui ne fait que rendre plus troublante encore la possibilité qu'il ait un côté plus sombre. À l'autre bout du spectre, Makaku est tout en excès. Pour lui, la quasi-caricature est à propos parce que c'est un personnage d'essence outrancière, dès lors plus propice à l'expressionnisme. Son faciès dément ne laisse pas indifférent, ainsi dans cette séquence assez marquante où il se livre à un petit jeu sadique de grimaces avec un bébé. En fait, la dimension caricaturale intervient peut-être davantage dans un autre registre, tenant au rapport des proportions, et découlant immédiatement de la dimension cyborg, voire transhumaine, de l'univers. Un corps ici n'a pas à être conventionnel, et peut se permettre d'habiller un écart sur la norme. À vrai dire, pour l'heure, seul Ido Egali, parmi les personnages principaux du moins, relève bien de cette norme, qui n'en est donc pas une à Kozutetsu. La démesure de Makaku d'emblée s'inscrit dans cette méthode, et peut-être encore davantage quand le ver acquiert son corps de champion. Cela confère une certaine folie aux planches, qui peuvent se permettre des incongruités morphologiques, pour un résultat tout à fait appréciable. Au-delà, le trait le plus admirable du graphisme de Yukito Kishiro est peut-être ailleurs et en même temps dans la continuité. C'est la manière dont il bâtit un univers cohérent et relativement singulier, de manière visuelle avant que d'être textuelle. Le dessin fourmille de détails dans le décor ou les figurants qui participent de la genèse de ce monde fictionnel, et c'est assez remarquable. La conjonction en fait de cet univers et de ce dessin fait à mon sens et pour l'heure tout l'intérêt de la BD. Un bémol peut-être? Je suppose, ou peut-être pas. Il concerne Gali, c'est bien le problème.
La jeune fille, qui n'est donc pas jeune si plus ou moins fille, certes très mignonne, et l'auteur sait lui conférer, outre sa chevelure unique, un minois charmant, tout en inscrivant sur ce dernier, le cas échéant, les stigmates de ses sentiments, de la peur à la haine, en passant par l'amour et l'incompréhension. Et tout cela est bel et bon. Ce que je regrette un peu, mais peut-être était-ce inévitable, c'est la tendance à lui faire adopter des poses langoureuses de pin-up à tout moment ou presque. Avec un autre attribut, cette bouche systématiquement ouverte sur un petit haut de stupéfaction qui lui donnerait presque un air de cruche. J'exagère peut-être, mais c'est là une chose que je n'avais pas ressentie ado, étrangement ou pas si étrangement que cela. Demeure certes ce rendu essentiellement pertinent d'un individu à part entière en pleine quête d'identité. Le reste, eh bien ça tourne, efficacement. Le propos est certes très banal au fond, mais l'attention au monde et au graphisme qu'il exprime suffit largement à compenser tout caractère convenu. L'action est omniprésente, mais sans être lassante, et en demeurant toujours lisible. Les personnages sont attachants et suffisamment complexes, même par petites touches, pour qu'on s'intéresse à leur sort. Que demander de plus dans ce cas? Bien, probablement le deuxième tome qui est donc sorti ce mois-ci.